Merci d'être là pour cet entretien avec, je vais essayer de le prononcer bien, Gonçalo M. Tavares, au sujet de son dernier livre traduit en français, Journal de la peste. Dernier livre parce qu'il y a déjà presque une dizaine d'ouvrages déjà traduits en français, ce qui donne un peu la mesure de l'œuvre qu'est en train de réaliser Gonçalo. Et en se focalisant là-dessus, en discutant aussi avec l'auteur, il m'a suggéré, et plus que suggéré, de lire tout de suite les premières pages de cet ouvrage. Et ça m'a semblé être une bonne entrée en matière. Eu achava que era uma boa maneira de começar esta entrevista e começar a nossa discussão. Vou ler as primeiras páginas, em tradução francês. 2020, la NASA suspend ses recherches sur la Lune. La NASA suspend ses recherches sur la Lune. Matteo mange une bouchée de pasta près de la fenêtre donnant sur la rue Vittorio De Sica. De Sica fut le réalisateur du voleur de bicyclette. En Lombardie, une femme crie le nom de Paolo. Un malade dans un hôpital de Lombardie voit le visage de sa femme et de son frère sur l'écran d'un iPad que les gants blancs du médecin lèvent bien haut en l'air. L'hôtel Marriott est transformé en hôpital de campagne. Des suites de luxe sont devenues des chambres pour 10 personnes. Tout l'espace est utilisé, occupé par des machines, des malades et des médecins. Une nouvelle agriculture d'urgence sème malades et respirateurs. Le président de l'association des retraités dit aux jeunes générations de ne pas les oublier en ce moment, de ne pas oublier leurs parents et leurs grands-parents. Une petite fille pleure à côté de moi. Un ministre parle de mesures, balance et mètre, ne se voit pas. Andreotti, 60 ans, masque sur le visage, promène un chien tout petit avec une longue laisse. 186 morts en France. Ma chienne, un berger belge, s'appelle Roma. Roma est saine et sauve et remue la queue. Elle se lève, on dirait un ours brun. Je prends Roma dans mes bras. Roma ne pleure pas, mais elle n'est pas contente. Je lui dis « Ne pleure pas, Roma ». Thermomètre, température 37,2. Une trousse de secours individuelle. Elle monte, elle descend. La température. Donc ça m'a semblé une bonne entrée en matière dans le livre, puisqu'il s'agit, comme vous l'avez compris, à la datation de chacune de ces bribes. Il s'agit de chroniques qui ont été publiées en direct le jour même, d'abord dans l'Expresso, un quotidien portugais, mais aussi simultanément dans une dizaine de langues. Et donc, Gonçalo donnait chaque jour sa chronique pour qu'elle soit publiée le lendemain. Et voilà pourquoi l'importance des dates est si grande dans cet ouvrage. Et voilà pourquoi aussi il y a des titres qui scandent en quelque sorte chacune de ces chroniques. Un autre, donc on voit qu'il y a une forme qui est prise progressivement par ces chroniques et qui passe notamment par l'importance du titre même. On voit aussi, vous l'avez senti dès les premières lignes, qu'on a un assemblage qui fonctionne par collision, un assemblage de choses qui ont été lues dans la presse, par SMS, des amis qui écrivent, etc., qui sont lues aussi dans la bibliothèque. Donc il y a des citations de poètes, de philosophes, etc. Il y a aussi des assemblages de choses entendues bien sûr à la radio, entendues dans la rue, entendues au téléphone, mais aussi entendues dans des chansons. Il y a beaucoup de chansons qui sont citées, donc il y a Manu Chao qui revient régulièrement comme une sorte de bande-son implicite. Et il y a aussi beaucoup de choses vues, chez vous, dehors, et il y a aussi, évidemment, beaucoup de réactions à ces choses vues, lues, et qui prennent la forme de sentiments et aussi de réflexions, de pensées, et qui parfois donnent lieu à des aperçus, des incises plus philosophiques. Et vous avez entendu aussi que la forme en est une succession de phrases qui sont comme des vers qui se succèdent, des phrases très courtes qui font paragraphe dans l'édition et qui sont de l'ordre presque de la poésie, ou on pourrait dire du rap ou de certains... donc une forme, disons, de ce qu'on appelle aux États-Unis les one-liners, des capsules de sens
qui sont autonomes et qui progressivement se répondent, s'entrecroisent. Et donc il y a tout un travail de collage et de montage aussi qui est fait au fur et à mesure de la parution des chroniques. Donc cette succession de petites phrases, de chroniques, il me semble qu'elle donne très bien le sentiment ou l'expérience de l'urgence du moment et de la sorte de panique qui vous a saisi, mais qui nous a saisi aussi devant ce qui était en train d'arriver et qui était en train d'arriver à l'échelle mondiale. Donc on va revenir sur cette échelle-là, mais je veux juste finir sur le tissage des chroniques, c'est qu'on sent que progressivement, il y a un savoir-faire de la chronique qui se met en place et on commence à avoir des renvois d'une chronique à l'autre, ce qui fait que vraiment on a un texte qui se densifie, qui se répond et qui court sur 3 mois. Donc c'est 3 mois pile, au bout desquels vous arrêtez d'écrire. Et peut-être on pourrait commencer par ça. On sent au début que l'écriture de la chronique, c'est presque une manière de survivre à ce qui est en train d'arriver, de pouvoir donner sens en direct à des choses qui n'ont aucun sens. Et progressivement, on sent que ce travail de vouloir interpréter, donner du sens, devient lui-même un danger qui vous épuise. Vous avez des tournis, des vertiges, etc. Et vous arrêtez d'écrire après 3 mois, comme s'il fallait préserver quelque chose de physique aussi bien que mental. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous avez articulé les chroniques et l'expérience de ces 3 mois? Merci. Bien, je parlerai en portugais, je comprends le français, mais pour parler, c'est très difficile pour moi. C'est de l'eau, ce n'est pas de vodka. Estou um pouco rouco. Je suis un peu rauque. Espero aguentar. J'espère que j'arriverai à tenir le coup. Je remercie beaucoup Jérôme pour son présentation. C'est un grand plaisir pour moi que d'être ici, dans cette fondation merveilleuse, et je vous remercie tous pour cette invitation. C'est un espace extraordinaire. On se sent ici comme coupable, quasi, d'écrire. Un sentiment de culpabilité, mais on a tous ce sentiment. Je crois. Je me demande souvent ce qu'est un écrivain. Un écrivain est un personnage d'un roman qui est caractérisé de la façon suivante. Il a un strabisme divergent tellement énorme que mercredi, il regardait les 2 dimanches, celui qui venait de passer, celui qui allait venir. Ce qui me plaît dans cette image, c'est que cette image est vraiment l'image d'un écrivain. Un jour, il a les pieds mercredi, et il regarde le dimanche passé, il regarde le passé, l'histoire de la littérature, et d'autre part, il a un regard vers le dimanche à venir, le futur, le nouveau. Et là, donc les 2 pieds dans le présent. Donc aujourd'hui, ce serait les 2 pieds samedi, et c'est un concept qui m'intéresse parce que l'écriture est lié à la réalité. C'était le point de départ. Lorsque la pandémie a commencé, je sentais que je devais être présent par rapport à ce qui se passait. Et quelque chose de très important se passait, je sentais, et que si je n'essayais pas d'écrire en même temps que la pandémie, je me serais senti un peu couard. Parce que j'ai compris que j'avais donc mes 2 chiens qui tournaient autour de la table, et j'ai compris. J'étais si obsédée par les nouvelles, et je lisais ce que tout le monde lisait, les morts, ce qui se passait en Italie, et je sentais que quelque chose venait arriver. Et je n'arrivais pas à lire de la poésie ni de la fiction. Je n'arrivais pas à écrire, et j'ai compris que la seule façon de ne pas devenir fou, c'était de commencer à écrire sur ce qui se passait. Donc j'ai commencé à écrire pour un journal tous les jours. J'envoyais à 1h du matin mon texte, et le texte sortait le lendemain. J'ai commencé aussi à envoyer le texte à mes traducteurs. Le texte sortait aussi aux États-Unis, en Grèce, en Espagne et dans d'autres pays. Avec Daniel Hahn, un traducteur ami, on parlait sur les détails. Donc c'était vraiment un moment où on sentait tous la même chose. Donc c'était un moment très important. Mais je dirais que ce qui m'est resté de ce moment,
c'est que on était confrontés à quelque chose qui était une sorte d'accident. Je crois que la pandémie est un accident qui a duré 2 ans. Et on espère bien que c'est terminé. Et c'est rare qu'un accident dure si longtemps. Et je crois qu'on va maintenant entrer dans le post-traumatique. Et souvent, un accident qui dure 1 seconde peut avoir une période post-traumatique de nombreuses années. Et maintenant, nous allons avoir un accident qui n'a pas duré 1 seconde, mais un accident qui a duré 2 ans. Nous allons avoir une période post-traumatique qu'on ne sait pas combien de temps il durera. Et c'est intéressant de comment les nouvelles pouvaient devenir un élément de stimulation. Et j'ai toujours eu une culture très liée à l'art, à la littérature, à la philosophie. Par conséquent, qu'est-ce qui m'a poussé à écrire? Qu'est-ce qui me fait écrire? La musique, le musée me font écrire, des images me font écrire. J'ai toujours pensé que les nouvelles étaient des phrases qui avaient moins de puissance que les phrases contenues dans les livres. Et à ce moment-là, j'ai senti qu'à ce moment-là, les nouvelles avaient une puissance énorme. Par exemple, en Lombardie, en Italie, le président, le maire a dit « Nous, en quelques semaines, nous allons plus avoir de grands-parents, plus de grand-mère, plus de grand-père. Tous les grands-parents vont mourir. » Ce type de phrase est une phrase qui a une puissance incroyable sur le moment. Et aussi, quelque chose qui m'a intéressé dans la pandémie, c'était précisément cela, de comprendre que les nouvelles, lorsqu'elles sont puissantes, ont vraiment la même puissance qu'un verre de Rimbaud. À un certain stade, par exemple, il y a la lutte entre la rationalité et la peur qui, très souvent, qui n'est étouffée que par la religion, le religieux. Je parle aussi de cela. Il y a une phrase de Hans Christian Andersen, qui est un écrivain pour les enfants, c'est vrai, mais qu'il y a une phrase qui m'a frappée. Un personnage qui dit « Ils m'ont demandé de prier, mais moi, je me souvenais que des livrets. » Et c'est très intéressant, parce que pendant la pandémie, en quelque sorte, il y a dans cette pandémie 2 grands groupes. Le premier groupe, que lorsqu'on leur demande de prier, ne se souviennent que les livrets, 2 x 2, 4, 3 x 3, 9, etc. Donc une certaine rationalité. Et il y a l'autre groupe qui est un peu contraire. Et lorsqu'on demande à ce groupe de réciter un livret, ils ne se souviennent que de leurs prières. Ils ne veulent pas connaître savoir ce qui se passe dans la rationalité. C'est comme un petit enfant qui évite tout cela. Donc je crois qu'entre la prière et le livret, il y a une sorte de combat. Et ce combat existait déjà avant. C'est une caricature, certes. C'est une simplification, certes. Il y a beaucoup de rationalistes qui savent prier, bien sûr. Il y a beaucoup de personnes qui savent prier, qui connaissent aussi leur livret. Et que 2 x 2 égale 4. Mais il y a ce combat quand même. Je sentais en quelque sorte que la pandémie a créé un petit peu un court-circuit. Donc, ce que j'ai essayé de faire en direct, et c'était vraiment un défi. Maintenant, je me disais, si je me considère fort, je dois être présent. Par exemple, aujourd'hui, je pourrais écrire un journal entre mars et juin 2020, la période la plus terrible. Je crois que c'était pareil partout, en Suisse, partout. Mais je pourrais écrire sur cette période maintenant, bien sûr, mais je serais en train d'écrire quelque chose basé sur la mémoire. Mais moi, j'ai écrit sur la journée, le jour même, comme si c'était un journal. Par exemple, lorsque le pape s'adresse à une place du Vatican complètement vide, c'est une chose que de s'en souvenir, et c'est autre chose que d'écrire sur le moment. Et là aussi, j'ai choisi la forme du journal. Un journal qui est étrange parce que chaque phrase est comme un coup de marteau. Je crois que la littérature ne peut pas perdre de temps. Nous allons tous mourir. Je ne pense pas que c'est une nouveauté pour qui que ce soit, mais il y a une certaine urgence. On ne doit pas perdre de temps. Donc, chaque phrase doit dire rapidement ce qu'elle doit dire et ensuite se taire. Ensuite, on ouvre une autre phrase. Et la phrase dit ce qu'elle a à dire et ensuite, elle se tait. Et ainsi de suite. Ouvrir une phrase est une responsabilité.
Par conséquent, les phrases sont, comme Jérôme l'a dit, les phrases étaient quasi des vers ou des synthèses. Et j'aime cette idée de ne pas expliquer, mais d'avancer avec une certaine vitesse, parce que la pandémie a aussi beaucoup trait à une perturbation du temps. Nous avons tous senti que, dans une certaine manière, la notion du temps que nous avions a disparu. Pour vous donner un simple exemple, nous fonctionnons tous de lundi à vendredi, ensuite le week-end, samedi, dimanche. Et c'était très intéressant pendant la pandémie comment les week-ends ont disparu. D'une certaine mesure, toutes les journées devenaient identiques. Et subitement, je me demandais, est-ce que c'était un jeudi? Quelle est la différence entre un jeudi et un samedi? Il n'y a plus de différence. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, parce que cette division entre semaine et week-end est une division, une répartition imposée par l'économie, par le travail, par le capital. Et c'est incroyable comment notre tête est là avec la semaine et le week-end, deux périodes. Et donc, la pandémie a tout détruit cela et a montré qu'un jour est pareil à un autre jour et pareil à un autre jour. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, un jour, on peut mourir. C'est un jour où nos parents peuvent mourir. Et cela me paraissait que c'était important. Je crois que la pandémie a, en quelque sorte, été une violence, mais une violence qui nous permet de penser à une ligne philosophique, à savoir apprendre par la catastrophe. En d'autres termes, Nietzsche disait souvent cela sur les Grecs. Il disait combien ce peuple a dû souffrir pour devenir si sage. Il y a toujours un conte philosophique qui associe la souffrance collective à l'individuel. On peut penser à un peuple précis, par exemple au XXe siècle, c'est très clair, ou à des peuples ou des individus qui devaient souffrir pour apprendre, comme si le mystère était lié à la souffrance, comme s'il y avait un secret qui est découvert par le truchement de la souffrance. Je ne suis pas adepte de cela. Moi, je préfère apprendre par le plaisir. Cela me semble être une théorie beaucoup plus légère, mais je suis certain que la souffrance enseigne quelque chose qui n'est pas accessible pour les personnes qui ne passent pas par cette souffrance. En quelque sorte, collectivement, nous avons passé par une souffrance commune. Il est intéressant de voir ce qu'on a appris avec cela. Et maintenant, pour terminer, je dirais que nous n'avons pas... Bon, je ne suis pas optimiste. Le journal de la peste n'est pas optimiste. Je dirais que nous n'avons pas appris à être de meilleures personnes pendant la pandémie. Je crois qu'on apprend à être personne pire dans la pandémie. Je pourrais peut-être vous expliquer pourquoi. Par exemple, cela a trait à l'idée, c'est que nous savions déjà, mais avec la pandémie, on a compris que nous sommes des espèces de bunkers. En fait, notre maison est devenue un bunker. Une maison bunker à côté d'une autre maison bunker, à côté d'une autre maison bunker, une famille bunker, une autre famille bunker, une autre famille bunker. Et bon, on le savait déjà, mais on a compris avec la pandémie qu'on a seulement besoin de nourriture, de manger, et que les détritus s'en aillent. Et que si on est malade, que le médecin entre, qu'on puisse partir à l'hôpital. Le reste, rien. Nous savions déjà cela. Mais la pandémie nous a dit, nous a muré à l'oreille que tu es un animal, tu es un animal, tu es un animal. N'oublie pas que tu es un animal, tu es un animal. Et on a aussi appris des choses peut-être plus merveilleuses aussi. Mais la chose terrible que nous, organiquement, nous avons survécu sans être avec des amis, par exemple. Pour moi, je sais que ce n'est pas un thème agréable, mais une des tragédies personnelles est de comprendre que je continue à être vivant, même si je ne suis pas en présence d'amis. Ce serait intéressant d'avoir une science-fiction en imaginant un être humain qui, le fait qu'il n'est pas avec des amis, ait une crise cardiaque, par exemple. Mais en fait, notre cœur n'a pas de crise cardiaque si on n'est pas avec les gens qu'on aime. Et c'est terrible. C'est vraiment terrible. Nous savions déjà cela. Mais de le comprendre est terrible. Savoir qu'on peut fonctionner dans des petits groupes, 2, 3 ou 4 personnes, est terrible. Et ce que, en quelque sorte, va maintenant se passer, comment est-ce qu'on va transformer un bunker ou plusieurs bunkers de différentes familles
comment on va en faire un tissu, si on veut, un réseau. Comment est-ce qu'on défait le ciment du bunker et on essayait de commencer à tisser des liens entre les bunkers, donc on tisse un nouveau tissu entre les bunkers. Je crois qu'en 2022, on doit démarrer à partir sur la base de maisons bunkers. Pessimiste ou plus optimiste sur les dégâts physiques de la solitude. Peut-être que ça n'a pas duré assez longtemps pour qu'on s'en rende compte, mais personnellement, moi j'ai senti des effets physiques de cet isolement et qui aurait pu devenir assez grave. Et vous parlez dans ce livre des dégâts psychiques. Vous dites il faut quelques jours seulement ou quelques semaines pour fabriquer des fous. Et on a vu à quel point ça peut aller vite quand on est coupé d'autrui. On commence à ressasser, et c'est pour ça que la forme même, c'est pas seulement un journal. Il y a plein de gens qui ont fait des journaux, mais là, je trouve que le coup de force, c'était d'avoir justement fait rentrer dans ce journal une polyphonie assez vertigineuse, et une polyphonie qui venait du monde entier et qui était aussi bien improbable qu'attendu. C'était une musique entendue dehors, c'était un cri, autant que les nouvelles que tout le monde voyait avec les responsables de la santé dans chacun des pays qui faisaient leur topo chaque soir, etc. Et donc, cette forme-là, d'avoir choisi des vers qui étaient isolés, en quelque sorte, par collage aussi, un peu, ça a permis de créer des trous entre ces phrases. Et ces trous entre ces phrases, un journal plus classique ou un récit rétrospectif aurait rempli ces trous d'interprétation, de sensations, etc. Ici, on a juste des frictions, des frictions qui, par la seule force en quelque sorte de la forme, commencent à se tisser. Il y a des retours, des échos, etc. Et ce qui fait qu'on n'est jamais en surplomb par rapport à l'événement, on n'est jamais avec un sens fini, assis. On est toujours en train de se demander, avec vous, où est-ce qu'on va, et la forme, elle maintient cette ouverture panique, en quelque sorte. Et ça, j'ai trouvé vraiment très réussi. Et ça va jusqu'à... et je me suis dit, bon voilà, cette polyphonie qui venait du monde entier, c'était la forme qu'ont prise nos solitudes à ce moment-là. On était dans un état psychotique de voix comme ça qu'on n'arrivait pas à organiser sous forme de sujet. Et donc on était simplement traversé par des choses sans les comprendre. Et ça prend aussi la forme dans votre texte de questions. Vous posez plein de questions et surtout, vous n'y répondez pas. Et donc, nous, on est appelés, en quelque sorte. Par exemple, il y a une des questions, c'est quelle nouvelle te ferais-tu tatouer sur le front ? C'est une sorte de spéculation. Si je devais me tatouer une nouvelle ou une date sur le front pour sortir après dans l'espace public, laquelle est-ce que je me ferais tatouer ? Et il n'y a pas de réponse, évidemment. Enfin, non, pas évidemment, dans cette forme-là. Et donc, on est obligé de se dire, c'est vrai, mais moi, qu'est-ce que je ferais, etc. Donc, on est vraiment dans ce mouvement qui est plutôt centrifuge, de dispersion, comme ça. Et donc, ça, la forme même que vous avez adoptée, elle est vraiment, vraiment très efficace pour rendre ça. Je vous remercie pour cette lecture. Je suis très fière du Journal de la pêche. Je crois que c'est un des livres dont je suis le plus fière parce que, d'une certaine manière, j'ai reçu des retours souvent. Et il y a quelque chose qui m'intéresse là, quelque chose de nouveau. J'aime beaucoup une phrase de Walter Benjamin, un philosophe, qui disait « Le coup décisif sera donné de la main gauche. Supposons qu'on est tous droitiers. Le coup décisif sera donné donc par la main la moins utilisée. » Bon, j'écrivais de la main gauche parce que je suis droitier. Je crois que j'ai trouvé quelque chose de nouveau, clairement, avec ça. Par rapport à la question de la forme. Je dirais que c'est comme un constructeur qui donne des coups de marteau et encore des coups de marteau. Et cela a beaucoup à voir avec le rythme, comme s'il nous montre
nos pendules au mur, plutôt que de sonner comme habituellement, avait un son plus martelé, plus violent, parce que le temps avait une puissance explosive pendant cette période sur l'optimisme ou le pessimisme. Au début, j'ai donné peut-être une image pessimiste, mais par rapport à la folie, il est évident que les personnes, parce qu'ils ne peuvent pas être avec les amis, il y a beaucoup de dépression et le problème de la folie. Mais un fou est vivant. On peut dire, je suis fou, mais je suis vivant. Un fou est vivant. Et la différence entre vivant et être mort est une différence énorme. C'est la différence entre les humains, le vivant, et le mort. C'est la grande différence chez les humains. Et un fou est vivant encore. Même s'il déprime, il est vivant. Et d'une certaine façon, il me semble, ce qui est ressorti, peut-être pour donner un autre aspect, c'est que des mouvements amoureux incroyables ont surgi au Portugal, certainement en Suisse, en France, en Italie. Des personnes, par exemple, qui subitement ont sacrifié leur vie et sont allées donner du pain, des médicaments aux personnes âgées. Il y a eu vraiment des choses extraordinaires. Je crois que pendant la pandémie, il y a l'amour a surgi de façon insolite, la compassion a surgi de façon insolite. Il y a des petites histoires que je trouve incroyables. Et par exemple, il y avait des instructions. Et Jérôme m'a parlé qu'il recevait des informations de la Grèce, des nouvelles de la Grèce, de l'Espagne, etc., des amis, d'écrivains. Et dans certains pays, il y avait des instructions tout à fait mécaniques. Par exemple, en Angleterre, il y avait des drones à un certain moment qui disaient « rentrez chez vous, rentrez chez vous ». Et par exemple, en Grèce, ma traductrice m'a envoyé, et je crois que c'est dans une des entrées dans ce journal, un moment dans la Grèce, les personnes ne pouvaient sortir grâce à 4 chiffres. Bon, la personne devait envoyer un numéro à l'État, par exemple 1, sortir pour manger. Numéro 2, acheter des médicaments. Numéro 3, je ne sais plus ce que c'était. Numéro 4, c'était aller aider des personnes plus âgées. Par exemple, ma traductrice sortait toujours avec le numéro 4. Elle envoyait le 4, elle recevait le OK pour pouvoir sortir. Elle allait donc aider son père, apporter assistance à son père. Donc, elle sortait. Et si la police venait lui parler, elle montrait le 4 sur son téléphone qui me prouvait qu'elle avait le droit d'être dehors. Subitement, notre vie était devenue 1, 2, 3, 4, comme si, pour pouvoir vivre, on devait utiliser des algorithmes. C'est comme s'il y avait 4 options de vie. C'est terrible. Mais certaines personnes ont refusé ces règles. Par exemple, une amie de ma traductrice a inventé un numéro pour aider des personnes qu'elle ne connaissait pas. Elle sortait pour être disponible. Elle a une histoire qui a été racontée par un écrivain espagnol, une histoire très belle. L'histoire de la technologie par rapport à l'amour, la rationalité par rapport à l'amour. Et cette question de la Grèce et des chiffres 1, 2, 3, 4 m'a fait rappeler cela. Par exemple, il raconte l'histoire de 2 trains qui viennent en sens inverse et qui s'arrêtent dans une gare. Et dans cette gare, dans un train, il y a un homme à la fenêtre et dans l'autre train, il y a une femme à la fenêtre. Et il raconte que cet homme et cette femme se sont regardés mutuellement si fort que lorsque les trains sont repartis dans la même direction. Je trouve que cette histoire est incroyable, est une synthèse extraordinaire de ce qui s'est parfois passé pendant la pandémie. Il y avait différentes règles, voilà, il fallait dans cette direction 1 ou 2, et subitement, il y avait une rupture. Pour simplement, je voulais aussi donner une note optimiste et pas uniquement une note pessimiste. Mais je crois que d'une certaine façon, moi j'ai écrit ce livre dans un état d'effort. J'étais vraiment dans l'effort. Normalement, j'ai une manière d'écrire très bizarre. J'écris un livre, je les oublie, j'y reviens 1 an plus tard, alors que ce livre, elle était constamment en train d'être fermé. C'était un journal, donc c'était un processus incroyable. Et je reviens à ce qu'a dit Jérôme, ce que j'ai aussi senti de nouveau ici, par rapport à mes autres livres, j'ai senti quelque chose
contre laquelle je m'étais battue souvent, théoriquement. Et j'ai déjà écrit là-dessus. J'ai parlé de l'utilité de l'écriture. Et quand on a demandé à Louis Borges à quoi servait la poésie, je crois qu'il a répondu par une question. À quoi sert le coucher du soleil? L'idée que la littérature doit être utile comme un clou, une vis ou un marteau ou un médicament m'a toujours paru comme quelque chose d'inacceptable. Mais ce que j'ai senti, étrangement, contre toutes mes attentes et convictions, c'est que ce journal, le journal de la peste, était utile, et psychologiquement et affectivement, pour beaucoup de gens. Cela ne m'était jamais arrivé. Et encore aujourd'hui, je me promène dans les rues d'Esbonne parce que j'envoyais le texte tous les jours au journal et sortait en ligne. Le texte sortait en ligne. Et aujourd'hui encore, les gens s'arrêtent dans la rue et me remercient pour mon journal. Le journal n'est rien... c'est pas quelque chose de... c'est pas le livre à la fin heureux, c'est un livre dur. Et les personnes me remercient d'avoir en quelque sorte accompagné ces personnes. Et c'est quelque chose de tout à fait nouveau pour moi. J'ai compris que sans faire de concession, parce que je crois que le livre, comme je le dis, je mets ce qu'il y a de plus important dans le livre, il n'y a aucune concession que je fais. Mais j'ai senti que je peux aussi aider. Et c'est quelque chose de nouveau comme sentiment pour moi. Et je ne sais pas si cela va arriver à nouveau dans l'avenir, mais en tout cas, c'était un sentiment étrange. Oui, à mon tour de vous remercier pour avoir lu ça, parce qu'effectivement, on sent que la littérature ici, elle crée du lien, sans que ce lien ait besoin d'avoir un contenu particulier. C'est du pur fatigue. C'est juste un lien. Allô, oui, il y a quelqu'un au bout. C'est tout. Oui. Et en période de pandémie, quand on était tous isolés, on a vu à quel point c'était important d'avoir quelqu'un qui s'adressait non seulement à nous, mais on savait qu'il s'adressait aussi à d'autres. C'est pour ça que les nouveaux héros que vous pointez, justement les ministres de la Santé, etc., étaient si importants, indépendamment du Mexicain qui est super beau, etc. Et donc il y a des pages entières sur toutes les Mexicaines sont amoureuses du ministre de la Santé. Mais indépendamment de ça, il y a quelqu'un qui s'adressait à nous en même temps, ensemble, et donc qui crée quelque chose comme une communauté d'adresses. Mais é interessante esta questão do salvar. C'est la question de sauver. Nous sommes passionnés par ce qui nous sauve. Ça arrive dans bon nombre de pays. Jérôme donnait l'exemple. Je crois que c'était le directeur général des services de santé au Mexique. Je ne me souviens plus de son nom. Monsieur Cattel. Bon, il est assez beau, c'est vrai. Donc, ma traductrice extraordinaire qui traduisait en espagnol et qui vit au Mexique m'a dit, elle m'a envoyé un SMS, elle m'a dit, mais le Mexique est vraiment amoureux de Cattel. Et lorsqu'elle disait tout le Mexique, c'était les hommes, les femmes, les jeunes, les enfants, les personnes âgées. Et ça arrivait dans certains pays, même au Portugal, par exemple, parce qu'il semblait que les personnes sauvaient. Et cette image du Christ est intéressante aussi. En fait, la passion du Christ pour ceux qui sont chrétiens. L'idée qu'on est passionné pour quelqu'un qui nous a sauvés. Le médecin, même si ce n'est pas une figure religieuse, mais plus rationnelle, et plutôt le médecin, c'est le rationnel, c'est le livret. Ce n'est pas étonnant cette passion pour le médecin, parce que c'est le médecin qui sauve. Je dirais même que c'est une obligation morale du cœur, pour parler ainsi. Je ne sais pas. C'est une obligation morale du cœur. Mais nous, vraiment, on est passionné par ce qui nous sauve. C'est un devoir. C'est pratiquement un devoir que nous avons. Mais il est intéressant que dans la pandémie, il y avait très souvent ce système de passion lié à la peur. Il y avait une intensité très forte. Il est amusant de voir combien de couples se sont défaits pendant la pandémie. Mais beaucoup. Mais ce qui était frappant, combien de relations amoureuses ont commencé, sont nées pendant la pandémie, en dépit du monde 1, 2, 3, 4, et ne pouvoir sortir que pour aller visiter quelqu'un ou acheter de la nourriture. Il y a une quantité de nouveaux couples qui se sont créés pendant la pandémie qui est tout à fait incroyable.
plus ou moins le même nombre de couples sont nés que de ceux qui se sont défaits. Bon, c'est vraiment une relation amoureuse au moment de danger. On le sait, les personnes se sentent en danger et même à ce moment-là, ils peuvent être amoureux. C'est dur d'en parler sans avoir des émotions qui nous saisissent, même 2 ans après. Donc on voit qu'on est encore sous le choc de ce qui est arrivé. Et si on défend les formes d'amour qui ont pu jaillir, de dévouement, etc., c'est aussi parce qu'on a compris quelque chose et qu'on est encore en train de le vivre, peut-être en ayant peur que ça disparaisse, vu qu'on voit que maintenant tout est... Enfin, c'est un peu en train de redevenir normal, un peu, on y reviendra, mais je pense qu'on est encore sous le coup d'avoir découvert ça, cette sorte de beauté de choses dont on a besoin absolument et on a vu, disons, à quel point ça pouvait nous manquer. Mais si me permite. Si vous me permettez, il est tout à fait intéressant que tant au niveau de l'amour que de la peur, il y ait une espèce de court-circuit. D'un côté, bon, pas uniquement l'amour. Il y a quelque chose de très étrange qui a créé un court-circuit. Je ne sais pas comment on va récupérer parce qu'à un certain moment, cette idée selon laquelle le contact tue. Donc, à un certain moment, pendant la pandémie, qu'est-ce que ça veut dire d'aimer l'autre? Si j'aime l'autre, qu'est-ce que je dois faire? Je dois m'éloigner de cette personne pendant certains mois, 1 année ou plus. Nous sommes mis ça dans la tête. Par exemple, les petits-enfants par rapport aux grands-parents, les enfants par rapport aux parents. Bon, les parents disaient, tu aimes beaucoup ton grand-papa, tu ne dois pas aller le voir, tu dois rester éloigné. Tu aimes beaucoup cette personne, ne la touche pas, éloigne-toi. C'est un court-circuit terrible, parce que normalement, nous associons l'amour au rapprochement. On se rapproche de quelqu'un, et subitement, on doit s'en éloigner. On voit cela aussi au niveau amoureux, et d'autre part, on a aussi créé cette peur. Et Jérôme, vous en avez aussi parlé. La peur de l'autre, comme si l'autre portait une sorte de bombe. Il y a eu une sorte de démocratisation de la peur. À l'époque, les gens avaient peur des attentats terroristes et il y avait parfois une association, parfois raciste, des personnes dont on avait peur. Mais pendant la pandémie, on avait peur de tout le monde. C'était très intéressant comme subitement, il y a eu une démocratisation générale de la peur. Et tout être humain était un ennemi potentiel. C'était quelqu'un qui pouvait nous tuer. Et par rapport aux enfants, ce sera probablement quelque chose qu'on pourra surmonter. J'ai vu, vous aussi, vous avez eu beaucoup de situations. J'ai vu un enfant courir. Il y a encore quelques temps, au Portugal, un petit enfant à côté de sa maman. L'enfant voit une fille qui joue avec elle, lui dire au revoir. La fille court dans sa direction, et la mère crie. Arrête-toi, 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 ne va pas vers elle. Comme s'il y avait le méchant loup. Alors, ce n'était pas un méchant loup, c'était un être humain. Et ça va être terrible de voir comment quelqu'un va grandir en pensant que l'autre est le mal ou un potentiel assassin. Et comment est-ce que la personne, après tout cela, va reconstruire? La question de la haine et de l'amour ont été complètement bombardées par la pandémie de façon terrible. Peut-être au-delà ou en deçà de la forme même, on sent que la forme, elle a été possible, donc les vers qui se répondent, etc., par une pensée, et on la sent, disons, imprégnée de certains philosophes, des philosophes allemands notamment, Benjamin, etc., où on sent que ce qui domine, c'est une forme d'attention très fine à l'actualité, mais en même temps une forme d'ironie qui remonte au 18e, 19e. Il y a aussi Wittgenstein qui revient de temps en temps. Et là, moi, je l'ai senti aussi dans l'idée, et c'était, vous l'avez dit pour les instructions grecques, il y a 4 instructions, mais tout de suite, vous dites dans quel jeu de langage est-ce qu'on se trouve.
Et donc, si on est dans un jeu de langage où on peut avoir 4, on peut en avoir 10, et il y a une machine à variation qui se met en place, et vous commencez à imaginer 4, 5, 6, 7. 7, ce sera « je veux sortir pour me faire plaisir », 8, ça va être « je veux sortir parce que j'ai rien à faire », etc. Et donc à plusieurs moments, vous qualifiez une situation. Il y a la même chose avec l'apocalypse. Il ne faut surtout pas que les choses se finissent. Et donc, je ne vais pas finir mon café. Et donc, on voit comment il y a une sorte de possibilité de variation que la forme permet, mais qui est vraiment une pensée de la variation. Et ça permet de créer du possible de façon marginale, incrémentale, progressive, etc. Et on en vient progressivement à quitter l'actualité, mais de façon toujours très précise. Et on en vient, par exemple, avec le cas des... Si vous voulez le lire, quelques... Pardon? Si vous ah oui, oui. Alors attendez, je vais trouver l'apocalypse du café. C'est où, attendez. Mas eu, a certa altura, pensei, por exemplo, em relação aos números gregos, aos números da Grécia, não é? Alors, il y en a un autre que je prends. Il s'agit des numéros grecs. C'est important de voir... il est incroyable quand même... un petit apocalypse, comme était le confinement, pouvait avoir un numéro qui n'était pas utilitaire. Par exemple, cette question d'aller chercher des médicaments, des nourritures, aider quelqu'un, comme si c'était un nombre où la personne va sortir pour faire l'amour, par exemple. Et l'État dise « OK ». Ça serait joli, hein? C'est une utopie. Il y a aussi cet aspect de l'inutilité, mais ce serait fantastique. Un État qui dit non, vous pouvez sortir que si c'est pour manger, acheter des médicaments, aider le parent ou faire l'amour. Ça serait une révolution. Je crois qu'il y a aussi la possibilité de petites révolutions, des micro-révolutions, et qui, bien sûr, étaient locales. Mon interprétation, c'est que ici, vous vous dites, tiens, il y a quelque chose, et si je fais vibrer ce quelque chose, on a des variations qui vont nous envoyer ailleurs. Et donc, il y a une tradition aussi de l'absurde derrière que je sens, moi, alors, je vous donne 2 exemples. La peur de l'apocalypse, alors. Peur de l'apocalypse qui entre dans le plus insignifiant des actes. Éviter la fin des choses. Je ne bois pas la fin de mon café. Je parle avec un ami à Naples. Il me dit « Ne bois pas la fin de ton café ». Et donc, en tant que lecteur, on se dit « Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on ne finirait pas ?» Et un autre exemple qui m'a frappé aussi, mais c'est très court. Un Boeing 767 de Icelandair dessine un cœur dans le ciel avant d'atterrir à Reykjavik avec du matériel médical venu de Chine. Un cœur dans le ciel tracé à coups de kérosène. Et attendez, dresser une liste des cœurs dessinés à l'aide de moyens pervers. Donc on voit comment vous font... Il y a une sorte de méthode de variation, et ça amène à vraiment penser d'autres réalités que celles qui sont sous vos yeux. Ça ouvre des possibles. Il y a aussi des scènes sur les animaux à qui manquent les applaudissements du public et qui dépriment dans les eaux, etc. Et donc je me disais, est-ce que disons, moi j'ai senti ce journal comme aussi une manière de réfléchir, alors peut-être pas à un autre monde possible, mais à ce que pourrait être la réalité dans d'autres circonstances. Et là, la catastrophe, elle n'a pas été le moment d'une invention d'une immense utopie autre, mais des micro-révolutions, justement, des micro-utopies, des sortes de fissures, mais à des échelles micro. Et donc ça, c'est peut-être un des moyens de déplacer les choses. Oui, oui, je crois. Bon, ma tête pense. Bon, on reçoit une stimulation, ensuite ma tête commence à tourner, hop, 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 avec des associations, si on veut. Mais parfois avec des sauts. Et parfois par petits pas ou parfois par grands sauts. Ce que je crois que ce qu'a donné la pandémie, c'est que nous, à force, nous avons fini par vivre une vie différente, violemment. C'est comme... Il y a eu de grandes discussions politiques sur la chose. C'était pratiquement une dictature. Ou, enfin... l'état d'exception utilisé pendant le nazisme. L'état d'exception a été utilisé pendant la
pandémie dans différents pays démocratiques. Un état d'exception qui a été aussi utilisé, le même qui est utilisé par Hitler. Donc, bien sûr, c'est un domaine différent, c'est un domaine exceptionnel. Ce qui se passe est en dehors du commun. Donc, les lois doivent aussi être hors du commun. Par exemple, Hagenban disait dans une démocratie, à aucun moment peut adopter un état d'exception parce que démocratiquement, ce serait très dangereux. Parce que subitement, bon, je ne sais pas au Portugal, il y a eu l'état d'urgence et autres différents états. Bon, c'est l'état d'exception de toute façon. Mais lorsque l'État nous dit, si on y réfléchit, si je réfléchissais en 2019 au Portugal, que le gouvernement portugais allait me dire avec qui je pouvais m'asseoir dans un restaurant, c'est une folie. C'est politiquement absurde. Et si le gouvernement me dit dans quelle maison je peux aller, à qui je peux voir, il y a certains gouvernements, par exemple, qui ont déterminé, certains gouvernements plus libéraux ont déterminé que pendant la période de confinement, les personnes devaient définir deux foyers, deux maisons. Par exemple, un ami, une amie, enfin, il fallait choisir au maximum 2 familles, 2 maisons. C'était un libéralisme contrôlé, jusqu'à 2, mais subitement, de dictatorial, de violent. Et on pourrait penser qu'il n'y a pas une fente, une fissure, un trou qui nous permettrait de vivre de façon différente, mais pas de cette façon-ci, parce que je crois que ce qu'on a aussi compris, c'est que la vie peut être différente. La vie peut être différente. La vie peut être différente à force, par la violence. Et la pandémie, c'était en quelque sorte cela. Nous avons vécu une autre vie contrainte, mais notre vie peut aussi être différente par choix propre. J'aime beaucoup d'un vers de Rimbaud qui est très cité. La liberté du livre, la liberté du livre de Rimbaud. C'est pas les libertés dans l'amour ou dans l'emploi, la liberté dans la vie, la liberté, etc. C'est la liberté libre, la liberté totale. Il est intéressant, par exemple, Rilke, un grand poète allemand, a aussi un poème où, à certains moments, il dit qu'il est entré dans un atelier d'un sculpteur et il y a une partie de la sculpture, donc le torse, entre le cou et le bassin. Il n'y a pas de tête. Et Rilke dit, j'ai senti que ce tronc, en dépit du fait qu'il n'avait pas de Dieu, regardait sur moi. Je sentais qu'il était en train de calmer une phrase, murmurer, pardon. Et la phrase qu'il murmurait, c'est « Tu dois changer de vie ». Et ensuite, il était près d'une table et c'est comme si la table lui susurrait, la chaise lui susurrait, tu dois changer de vie. Et je crois que ce que la pandémie a aussi montré, c'est que les utopies continuent à être urgentes. On doit changer de vie. La vie peut être différente, peut être meilleure, très clairement. Et il y a eu des micro-utopies qui sont apparues. Et d'autre part, j'ai aussi senti que la vie que nous avions avant avait des choses que nous apprécions pas suffisamment, dûment. Et avec la souffrance, on a subitement compris que de sortir était quelque chose, de donner, ce ne l'était pas. Il y a différents conflits aussi au niveau politique. Il serait aussi intéressant que les gouvernements plus à gauche ou plus à droite, quel type de comportement ils ont eu. Il est intéressant comment ils étaient assez proches dans leur comportement. Et c'est intéressant comment la maladie dissout un peu les différences politiques. On a le temps pour 1 ou 2 questions. Ce serait dommage que vous ne puissiez pas poser une question qui vous brûlerait les lèvres. Je ne sais pas très bien en Suisse, mais vous avez aussi été confiné entre mars et juin 2020. Si. Mais ce qui est aussi intéressant, en attendant les questions, ce que j'ai aussi senti, on n'en a pas parlé, étant donné qu'on a parlé des questions politiques, je voudrais aussi dire cela.
Ce qu'on a aussi compris pendant la pandémie, c'est qu'il continue à y avoir des riches et des pauvres. Par exemple, une des images qui m'est vraiment restée, et on trouve dans le journal, bon, moi j'étais enfermée, j'étais confinée chez moi. Et subitement, on n'entendait rien, silence total dans les rues. Et la première voix que j'entendais après ce confinement plus absolu, c'était la voix des boueurs qui tiraient une poubelle dans ma rue. C'était un hispanique, c'était un espagnol qui n'était pas d'Espagne. C'était l'espagnol d'un pays hispanique pauvre. Et c'était un symptôme évident, hormis les médecins et les personnes qui devaient être à l'extérieur. Mais ceux qui étaient dehors, c'est ceux qui avaient la nécessité absolue d'être dehors. Le confinement, par exemple, d'une certaine force, était un luxe. Rester confiné pendant 3 mois est parce qu'on a les moyens de ne pas travailler ou de travailler à distance ou de recevoir les aliments à la maison. C'est un luxe. Le Brésil, l'Inde. La première fois que je me suis rendue au Brésil, par exemple, j'étais choquée par quelque chose qui n'existe pas. Je crois pas en Europe, j'espère pas. Moi, j'étais dans une voiture et subitement, j'ai vu une foule énorme d'hommes. C'était des hommes. Une foule énorme. Je pensais qu'il s'agissait d'une manifestation. Mais ensuite, j'ai vu qu'un bus s'est arrêté et choisissait parmi des centaines, des milliers d'hommes, choisissait 7 hommes pour travailler ce jour-là. C'est une image incroyable. Les personnes s'agressaient même en disant au revoir. Voilà, l'employeur, il choisit 1, 2, 3, 4, 5, il appelle les gens et ces 7 travailleurs vont travailler, vont recevoir le salaire pour la journée. On n'a pas cette notion en Europe, le nombre de personnes qui ne sortent pas pour travailler en Amérique latine, en Inde, etc. S'ils ne sortent pas travailler, eh bien, ce jour-là, ils ne vont pas manger. Tout simplement, ils ne vont pas manger. Je suis né en Angola, Luanda. Je suis portugais, mais je suis né à Luanda. Il y a un grand bidonville. Bon, Rock Centeiro, qui est une telenovela brésilienne, mais c'est un bidonville énorme à Luanda. C'est un des lieux les plus pauvres d'Angola. Et mon ami est allé là-bas et il m'a raconté que la première fois qu'il est allé là-bas, il a vu une femme très vieille, très âgée, peut-être 80 et plus ans, ou peut-être même 87, 88, à la porte, à l'entrée de ce très pauvre bidonville. Elle vendait de la poudre. Ça, on aurait dit de la cocaïne. Et c'était quelque chose d'étrange, comme une grand-mère est là en train de vendre de la cocaïne à l'entrée du bidonville. Et je suis allée demander ce que c'était. Et on m'a dit non, c'était pas de la cocaïne, c'était du savon. Du savon pour 1 jour. Du savon pour 1 jour. Donc il y avait des personnes qui achètent du savon pour 1 jour, donc tout petit peu. Et nous ne savons pas ce que c'est en Europe. Et une des choses les plus violentes de la pandémie, c'était de comprendre. Bon, bien sûr qu'il y a des personnes riches sont mortes, des personnes pauvres sont mortes. La mort ne choisissait pas, mais cette possibilité de rester confiné à la maison était un luxe. On se plaignait, mais on se plaignait d'un luxe. Ben, c'est un luxe. Ahora chegou. Bon, l'heure est arrivée. Si vous voulez continuer la conversation, vous pouvez aller le faire au moment de la signature qui a lieu maintenant à l'étage. Je vous rappelle que c'est la librairie Basta qui a mis en place ce petit dispositif. Et donc je voulais encore vous remercier, Gonzalo, pour ce texte vraiment extraordinaire. Et j'espère qu'il y aura un autre journal de l'après-peste qui nous fera comprendre à quel type de traumatisme on a été soumis et comment on vit ça aujourd'hui encore. Donc merci beaucoup. Merci Jérôme, merci beaucoup. Merci beaucoup.